Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, variation sur un thème de C.B. Guilford. C'est à 30 ans que j'ai eu la seule vocation qui ait connu un semblant de concrétisation. La poésie. Quand je suis allé porter mon premier et unique recueil de poèmes à Charles Cox, un éditeur très en vue, il m'a vaguement promis d'éditer mes œuvres, mais ça n'a jamais été plus loin que le stade de la promesse. Remarquez, je n'avais pas vraiment perdu mon temps, puisque j'ai épousé sa fille Carole. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus eu de vocation. Je suis devenu un riche oisif, une sorte de nomade de luxe. Et voilà qu'à l'aube de la quarantaine, je viens enfin de découvrir ma véritable vocation. Écrire des romans policiers. À y bien réfléchir, c'est ce que j'ai toujours désiré faire. Il m'avait seulement manqué un petit déclic, un petit signe du destin, un événement qui me révélerait à moi-même. En fait, ça n'est pas un événement qui m'a révélé à moi-même. Non, c'est un homme. Hugh Dalkin, dont j'ignorais jusqu'à l'existence avant de le rencontrer. C'est par hasard, tout à fait par hasard, que j'ai fait sa connaissance. Mon riche beau-père, Charles Cox, l'éditeur, donne de fréquentes soirées littéraires. Comme toutes sortes de lèche-bottes assistent à ces soirées, je m'arrange en général pour les éviter. C'est par inadvertance que je me suis rendu à celle-là, oui. Je montais chez mon beau-père pour lui demander un peu d'argent et je me suis retrouvé au milieu de ses invités sans avoir eu le temps de m'en apercevoir. Une des premières personnes que j'ai vues a été ce Hugh Dalkin. C'est un grand type d'une 60aine d'années, style officier de l'armée des Indes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui m'a le plus frappé, ça a été de voir les femmes s'attrouper autour de lui. Les ronds bien comme les minettes de 20 ans. Toutes avaient l'air pendues à ses lèvres. J'ai pris une coupe de champagne sur le plateau que me tendait Jennings, le vieux majordome, et j'en ai profité pour lui demander qui était ce type. « Mais monsieur... c'est monsieur Hugh Dalkin, le meilleur auteur de romans policiers de monsieur votre beau-père. » Ah bon? Je me suis frayé un chemin dans la cohue et je suis arrivé près de lui au moment où il déclarait « La littérature, voyez-vous, est composée de deux éléments essentiels, l'amour et la mort. Le deuxième étant de loin le plus passionnant, n'est-ce pas? Somme toute, l'amour, c'est toujours un peu la même rengaine, tandis que la mort est un événement qui ne se produit qu'une fois dans la vie d'un homme. » Moi, j'aurais bien voulu en entendre davantage, mais cette horde de femmes s'est mise à pépier et Hugh Dalkin n'a pas poursuivi son exposé. Je l'ai rejoint au moment où il quittait la réception et nous sommes descendus ensemble en ascenseur. Le convaincre de venir prendre un pot avec moi chez Angelo pour me faire part de toutes les idées qu'il n'avait pas eu le temps d'exposer au cours de la réception a été plus facile que je ne l'aurais cru au premier abord. Nous avons passé le reste de la soirée chez Angelo. Angelo, c'est mon bar préféré, n'est-ce pas? Dalkin a surtout parlé de la mort, au sujet de laquelle il a des théories vraiment, vraiment passionnantes. La mort violente me fascine, voyez-vous, cher monsieur. Et de toutes les morts violentes, la plus troublante à mon sens est le meurtre. Je ne parle pas du banal homicide par imprudence, non. Je parle du meurtre soigneusement prémédité, de l'assassinat. C'est pour la victime une mort tragique et pour l'assassin un jeu dangereux, pour ne pas dire plus. Dalkin développa ce thème pendant 2 bonnes heures et tout à coup il me demanda
Dites-moi, vous n'êtes pas écrivain par hasard? Eh bien, c'est-à-dire, monsieur Dalkyn, que j'ai écrit quelques poèmes quand j'étais plus jeune, des poèmes d'avant-garde, vous voyez. Tellement d'avant-garde même que je n'ai jamais réussi à les faire publier. Mais c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de la fille de Cox et que je l'ai épousée. Ah! Vous êtes bien le seul poète que j'ai jamais rencontré à avoir fait de la poésie une affaire rentable. Et que faites-vous donc à présent? Vous n'écrivez plus du tout? Non. Mais pourquoi ne pas essayer d'écrire une histoire criminelle, par exemple? Eh bien, sur quel thème, monsieur Dalkyn? Mais sur le meurtre, évidemment. Mais je ne connais rien au meurtre, monsieur Dalkyn. Je n'ai jamais tué personne. Mais moi non plus, mon cher ami. Moi non plus. Mais, monsieur Dalkyn, comment pouvez-vous alors parler d'un crime en connaissance de cause, puisque vous n'avez jamais tué? Comment pouvez-vous savoir ce que ressent la victime ou l'assassin lui-même? Mais c'est une question d'imagination, mon cher ami. Voyez-vous, chacun d'entre nous est un meurtrier en puissance. Tous, tant que nous sommes, nous haïssons les autres. Nous les tuerions volontiers si nous en avions le courage. Alors voici comment je procède, voyez-vous. Je cherche quelqu'un autour de moi que je déteste ou que je pourrais détester, voire même haïr. Mettons que je choisisse un ami. Tenez, vous, par exemple. Je vous examine, je vous décortique moralement. Qu'y a-t-il en vous qui me déplaise? Eh bien, par exemple, ceci. Moi, je dois écrire pour gagner ma vie, tandis que vous avez fait un riche mariage et vous n'avez pas besoin de travailler. Je me monte la tête au point que j'en éprouve une colère telle que je serais presque capable de vous tuer. J'ai dit presque, n'est-ce pas? Pas tout à fait, notez-le bien. Et voilà, je viens de me fournir une victime et un assassin. Vous et moi, des personnages de chair et de sang. L'intrigue est sans importance, elle se déroule d'elle-même. Ce sont les sensations qui comptent. Croyez-moi, mon cher ami, c'est une excellente méthode. Tenez, pourquoi n'essayez-vous pas de l'appliquer? Savez-vous qu'on peut trouver l'argument d'une histoire criminelle chez n'importe quel individu? Par exemple, chez tous les gens qu'on déteste, car chacun de nous déteste les autres. Vous ne croyez pas? Réfléchissez un instant. Je vous ai dit pourquoi je pouvais vous haïr. Et vous, pourriez-vous me haïr? Et le cas échéant, pourquoi? En effet, monsieur Dalkyn, en effet, je pourrais facilement vous haïr. D'ailleurs, je crois que je vous hais. Voyez-vous, je suis le gendre d'un éditeur. Je rencontre quantité d'écrivains, tous célèbres, alors que moi, je suis un raté. Mais je veux devenir un auteur à succès, un auteur de romans policiers, plus précisément. J'envie donc tous les écrivains qui se sont fait un nom dans ce genre littéraire. Or, vous êtes l'un des plus célèbres, monsieur Dalkyn, et je vous déteste parce que je suis jaloux de vous. Bravo, formidable, mon jeune ami. Vous êtes sur la bonne voie. C'est la dernière chose dont je me souvienne. L'alcool et l'excitation aidant, je n'avais vraiment plus les idées très claires. Mais j'étais sûr d'une chose. Cette rencontre, cette conversation avec Dalkyn allait changer ma vie. Dès demain, je mettrai en pratique la méthode Dalkyn. À en croire ce cher Hugh Dalkyn, devenir un auteur de romans policiers, un auteur à succès, est enfantin. Question de méthode. Mais j'ai bien l'impression que je ne suis pas au bout de mes peines, ni de mes surprises. Comme vous allez le constater dans quelques instants. Pour premier thème de mon futur roman, autant dire pour première victime, j'ai choisi mon beau-père. J'avais eu toute la journée pour me mettre en train et quand je suis arrivé chez lui vers 6 heures, j'écumais littéralement de rage, mais je réussis à garder une apparence de calme et de sang-froid indispensable à mon rôle.
Voici une visite inattendue, Gil. Quelque chose vous tracasse? En effet, beau-père, oui, en effet. Mon recueil de poèmes. Hein? Votre quoi? Le recueil de poèmes que je vous ai confié pour que vous le publiiez, beau-père. Mais voyons, Gil, je ne vous ai jamais promis de publier ces machins-là, voyons. Ces machins? Vous osez appeler ça des machins? Et voilà. C'était parti pour la haine. Tant qu'à faire, je l'ai accusé aussi d'avoir acheté un mari à sa fille. Autrement dit, d'avoir gâché ma vie, ce qui était absolument faux. Charles Cox n'ayant pas été enthousiasmé du tout par ce mariage. Mais ça prenait, ça marchait vraiment. À tel point que quand j'ai aperçu le tisonnier dans la cheminée, je me suis rendu compte que je n'aurais pas eu à me forcer beaucoup pour m'en servir. Mais je n'étais pas venu pour commettre un meurtre. Je voulais juste savoir ce que je ressentirais à l'idée d'en commettre un. Craignant de ne pouvoir cacher plus longtemps ma jubilation, j'ai planté là Charles Cox au beau milieu d'une phrase et je suis parti. Deuxième exercice, Margot, ma maîtresse, qui se trouve être également la meilleure amie de ma femme. Nous nous rencontrons tous les jeudis, jour de sortie de sa domestique. Un arrangement qui nous satisfait tous les deux. Ni elle ni moi n'avons jamais eu l'intention de divorcer pour vivre ensemble. Il n'empêche que ce jeudi-là, j'attaque à peine arrivé chez elle. Je lui reproche tout en vrac. Son insensibilité, son attachement à la précieuse sécurité d'un mariage qui n'a jamais été qu'une parodie, enfin comble de culot et de la mauvaise foi. Je l'accuse d'avoir trahi sa meilleure amie, c'est-à-dire ma femme. Margot est d'abord tellement sidérée qu'elle a peine à trouver ses mots. Puis la colère s'empare d'elle, une vraie tigresse, ce qui la rend encore plus séduisante. Et si je n'avais pas autre chose en tête, je me laisserais volontiers séduire. Mais sans trop savoir pourquoi, histoire de la faire taire, je la gifle à toute volée et je file en vitesse après lui avoir hurlé « Il va falloir payer, Margot !» Décidément, les écrivains mènent une vie bien périlleuse. Je me demande comment ils arrivent à ne pas sauter le pas. Troisième thème, ma propre femme, Carole. Carole est loin de manquer d'attrait. Elle est très jolie, très intelligente, facile à vivre et certainement aussi amoureuse de moi qu'au premier jour. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus? Elle, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à la haïr. J'attaque alors qu'elle est tranquillement en train de se brosser les cheveux devant sa coiffeuse avant d'aller se coucher. Carole prend grand soin de son apparence. Elle passe un temps fou devant sa glace et utilise tout un arsenal de produits de beauté. Elle suit également un régime. Elle fait de la gymnastique, ce qui m'agace un peu. Moi, je suis plutôt du genre à me laisser aller, vous voyez. Je commence donc par lui reprocher de passer plus de temps à se bichonner qu'à être le soutien moral et affectif du grand poète que je serais certainement devenu si elle ne m'avait pas fait mener cette existence terne et bourgeoise. Carole n'en revient pas. Elle m'écoute sans rien dire, les lèvres tremblantes, et soudain, elle fond en larmes. Ce qui n'arrange pas du tout mes affaires. Si je veux la haïr, je dois provoquer une réaction chez elle. Mais tu es trop passive, Carole, tu es incapable d'émotions fortes, de sentiments passionnés. C'est de cet amour-là qu'un artiste tel que moi a besoin. C'est entièrement de ta faute si j'ai dû chercher ailleurs ce que tu ne me donnais pas. Eh oui, que veux-tu, ma pauvre Carole? Il y a une autre femme dans ma vie. Depuis des années. Ton amie Margot. Mais oui, ta meilleure amie. Ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais. Enfin, presque. À défaut de provoquer la colère de Carole, trop bouleversée pour m'insulter, j'ai fait monter la mienne. Je lui reproche de m'avoir poussé au mariage, d'avoir étouffé en moi tout élan créateur, de m'avoir gâché les meilleures années de ma vie.
Je suis penché sur elle, les poings serrés, et je finis presque par croire que je lui ai effectivement donné près de 10 années de ma vie, et qu'en échange, elle me devait le reste de la sienne. Après tout, elle possède une fortune personnelle. En tant que mari, j'hériterai d'elle. Et alors, je serai enfin libre. Je me reprends juste à temps, et je sors de la chambre comme un fou. Décidément, je perds les pédales. Dans un sens, j'ai réussi au-delà de mes espérances. Je connais à présent les motivations et les sentiments d'un assassin, assouvissement d'une haine, vengeance, profit matériel. J'ai même été à 2 doigts de ressentir ce qu'éprouve un meurtrier lorsqu'il vient d'accomplir son acte criminel. Mais maintenant, j'ai des doutes. Que faire ? Écrire une histoire criminelle ou commettre un meurtre? Évidemment, la méthode n'est pas du tout la même. Et puis, je n'ai nulle envie de passer sur la chaise électrique. Alors, que faire? Soudain, il me vient une idée. Mais pourquoi ne pas concilier ma soif de vengeance avec mon désir de richesse et de célébrité? Il me suffirait de prendre pour héros de mon livre Charles Cox, mon beau-père, sa fille Carole, Margot Stewart et son mari. Je les présenterai au monde sous leur véritable jour. Que pourrait-il faire? Hein? M'intenter un procès en diffamation? Oh non, sûrement pas. Ce serait attirer plus encore l'attention sur eux. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais les tuer tous les 4 dans mon livre et les laisser vivre dans la vie réelle, rongés par le remords, la haine et la bêtise. C'est un samedi soir que je les réunis tous les 4 chez moi avec un invité surprise, Hugh Dalkin. Je leur expose à tous 4 ma théorie, ravi de les voir tous pâlir. Sauf Dalkin, bien sûr, qui a l'air de s'amuser comme un petit fou. Pour conclure, mes amis, ce livre va me rendre célèbre. Ce sera en quelque sorte une synthèse de Plaisir de l'enfer et de Crime et châtiment. Qu'en dites-vous, cher beau-père? Évidemment, je crains de ne pas pouvoir vous en confier la publication. Mon beau-père, blanc comme un linge, me traite de fou. Vince Stewart va même jusqu'à me proposer de l'argent pour que je n'écrive pas ce livre. Quant à ma femme et à mon ex-maîtresse, elle ne pipe mot de la soirée. Le triomphe sur toute la ligne. Quand ils sont tous partis, je me retrouve seul avec Hugh Dalkin. Monsieur Dalkin, répondez-moi franchement. Croyez-vous que mon livre sera bon? Je n'en doute pas un seul instant, mon cher ami, me répond-il avant de partir à son tour. Il y a maintenant 1 mois que je travaille d'arrache-pied à mon roman dans la petite maison du Connecticut dont j'ai hérité de mes parents. Je vis en reclus, mais je n'ai jamais de ma vie été aussi heureux. Mes idées s'enchaînent avec une précision, une aisance telle que ma main a du mal à suivre. Le véritable état de grâce, quoi. Tiens, on sonne à la porte. Mes seuls visiteurs depuis 1 mois ont été le facteur et l'épicier qui me livrent les provisions 2 fois par semaine. Je penche par la fenêtre. Oh, Hugh Dalkin, ça par exemple. Il m'avait téléphoné plusieurs fois pour se tenir au courant de ma progression et m'encourager, mais je n'aurais jamais cru qu'il me ferait l'honneur et l'amitié de sa visite. Pour une surprise, c'est une surprise, cher monsieur Dalkin. Je passe le week-end chez des parents dans la région, mon cher ami. Alors j'en ai profité pour vous rendre une petite visite, afin de voir où vous en êtes et vous soutenir un peu moralement. Une fois dans le salon, je nous sers un verre d'alcool et, quand je me retourne, Dalkin tient à la main un revolver braqué sur moi. Désolé, mon cher ami, mais votre histoire va s'arrêter là. Voyez-vous, les écrivains débutants, tout comme les apprentis assassins, ont généralement tendance à négliger quelques points de détail.
Après tout, ma réputation en tant que meilleur auteur de romans policiers est en jeu. Je ne peux pas me laisser renverser de mon piédestal par l'auteur d'un livre qui aurait été la synthèse de Plaisir de l'enfer et de Crime et châtiment. Je vous ai déjà expliqué que j'étais capable de haïr, mais je suis aussi sensible comme tous les artistes, et donc capable de haïr suffisamment pour tuer pour de bon. Bien sûr, il me reste quelques petits problèmes à résoudre. Me procurer un alibi et faire disparaître votre corps, par exemple. Mais comme je ne manque ni d'expérience ni d'imagination, je suis sûr de pouvoir régler rapidement ces petits détails. Êtes-vous prêt, mon cher ami? Êtes-vous prêt à mourir? Oui? Eh bien, adieu, mon cher ami. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, variation sur un thème de Sybil Guilford.